Belle amie par Maupassant, partie 10 du livre audio, chapitre 8 de la partie 2 du roman. Pendant le reste de l'hiver, les Duroy allèrent souvent chez les Walter. Georges même y dînait seul, à tout instant, Madeleine se disant fatiguée et préférant rester chez elle. Il avait adopté le vendredi comme jour fixe, et la patronne n'invitait jamais personne ce soir-là. Il appartenait à Bel-Ami, rien qu'à lui. Après dîner, on jouait aux cartes. On donnait à manger aux poissons chinois. On vivait et on s'amusait en famille. Plusieurs fois, derrière une porte, derrière un massif de la serre, dans un coin sombre, Madame Walter avait saisi brusquement dans ses bras le jeune homme et, le serrant de toute sa force sur sa poitrine, lui avait jeté dans l'oreille « Je t'aime, je t'aime, je t'aime à en mourir !» Mais toujours il l'avait repoussée froidement, en répondant d'un ton sec « Si vous recommencez, je ne viendrai plus ici. » Vers la fin de mars, on parla tout à coup du mariage des deux sœurs. Rose devait épouser, disait-on, le comte de Latour-Ivelin et Suzanne, le marquis de Cazolles. Ces deux hommes étaient devenus des familiers de la maison, de ces familiers à qui on accorde des faveurs spéciales, des prérogatives sensibles. Georges et Suzanne vivaient dans une sorte d'intimité fraternelle et libre, bavardaient pendant des heures, se moquaient de tout le monde et semblaient se plaire beaucoup ensemble. Jamais ils n'avaient reparlé du mariage possible de la jeune fille, ni des prétendants qui se présentaient. Comme le patron avait emmené Duroy pour déjeuner, un matin, Madame Walter, après le repas, fut appelée pour répondre à un fournisseur. Et Georges dit à Suzanne « Allons donner du pain aux poissons rouges. » Ils prirent chacun sur la table un gros morceau de mie et s'en allèrent dans la serre. Tout le long de la vasque de marbre, on laissait par terre des coussins afin qu'on pût se mettre à genoux autour du bassin pour être plus près des bêtes nageantes. Les jeunes gens en prirent chacun un, côte à côte, et, penchés vers l'eau, commencèrent à jeter dedans des boulettes qu'ils roulaient entre leurs doigts. Les poissons, dès qu'ils les aperçurent, s'en vinrent, en remuant la queue, battant des nageoires, roulant leurs gros yeux saillants, tournant sur eux-mêmes, plongeant pour attraper la proie ronde qui s'enfonçait, et remontant aussitôt pour en demander une autre. Ils avaient des mouvements drôles de la bouche, des élans brusques et rapides, une allure étrange de petits monstres, et sur le sable d'or du fond, ils se détachaient en rouge ardent, passant comme des flammes dans l'onde transparente, ou montrant, aussitôt qu'ils s'arrêtaient, le filet bleu qui bordait leurs écailles. Georges et Suzanne voyaient leurs propres figures renversées dans l'eau, et ils souriaient à leurs images. Tout à coup, il dit à voix basse « Ce n'est pas bien de me faire des cachotteries, Suzanne. » Elle demanda « Quoi donc, belle amie ?»« Vous ne vous rappelez pas ce que vous m'avez promis, ici même, le soir de la fête ?»« Mais non. »« De me consulter toutes les fois qu'on demanderait votre main. »« Eh bien ?»« Eh bien, on l'a demandé. »« Qui ça ?»« Vous le savez bien. »« Non, je vous jure. »« Si, vous le savez. Ce grand fat de marquis de Cazolles. »« Il n'est pas fat, d'abord. »« C'est possible, mais il est stupide, ruiné par le jeu et usé par la noce. C'est vraiment un joli parti pour vous, si jolie, si fraîche et si intelligente. » Elle demanda en souriant « Qu'est-ce que vous avez contre lui ?»« Moi ? Rien. »« Mais si, il n'est pas tout ce que vous dites. »« Allons donc, c'est un sot et un intrigant. » Elle se tourna un peu, cessant de regarder dans l'eau. « Voyons, qu'est-ce que vous avez ?» Il prononça comme si on lui eût arraché un secret du fond du cœur. « J'ai que je suis jaloux de lui. » Elle s'étonna modérément. « Vous ? » ?»« Oui, moi. »« Tiens, pourquoi ça ? » ?»« Parce que je suis amoureux de vous, et vous le savez bien, méchante. » Alors elle dit d'un ton sévère. « Vous êtes fou, belle amie. » Il reprit.
Je le sais bien que je suis fou. Est-ce que je devrais vous avouer cela, moi, un homme marié, à vous, une jeune fille? Je suis plus que fou, je suis coupable, presque misérable. Je n'ai pas d'espoir possible, et je perds la raison à cette pensée. Et quand j'entends dire que vous allez vous marier, j'ai des accès de fureur à tuer quelqu'un. Il faut me pardonner ça, Suzanne. » Il se tut. Les poissons à qui on ne jetait plus de pain demeuraient immobiles, rangés presque en ligne, pareils à des soldats anglais, et regardant les figures penchées de ces deux personnes qui ne s'occupaient plus d'eux. La jeune fille murmura, moitié tristement, moitié gaiement. « C'est dommage que vous soyez mariés. Que voulez-vous? On n'y peut rien. C'est fini. » Il se retourna brusquement vers elle et le lui dit, tout près, dans la figure. « Si j'étais libre, moi, m'épouseriez-vous » Elle répondit avec un accent sincère. « Oui, belle amie, je vous épouserai, car vous me plaisez beaucoup plus que tous les autres. » Il se leva et balbutiant « Merci, merci, je vous en supplie, ne dites oui à personne. Attendez encore un peu, je vous en supplie. Me le promettez-vous » Elle murmura, un peu troublée et sans comprendre ce qu'il voulait. « Je vous le promets. » Duroy jeta dans l'eau le gros morceau de pain qu'il tenait encore aux mains, et il s'enfuit comme s'il eût perdu la tête, sans dire adieu. Tous les poissons se jetèrent avidement sur ce paquet de mie qui flottait, n'ayant point été pétri par les doigts, et ils le dépecèrent de leur bouche vorace. Ils l'entraînaient à l'autre bout du bassin, s'agitaient au-dessous, formant maintenant une grappe mouvante, une espèce de fleur animée et tournoyante, une fleur vivante, tombée à l'eau, la tête en bas. Suzanne, surprise, inquiète, se redressa et s'en revint tout doucement. Le journaliste était parti. Il rentra chez lui, fort calme, et comme Madeleine écrivait des lettres, il lui demanda « Dînes-tu vendredi chez les Walter ? Moi, j'irai. » Elle hésita. « Non, je suis un peu souffrante. J'aime mieux rester ici. » Il répondit « Comme il te plaira, personne ne te force. » Puis il reprit son chapeau et ressortit aussitôt. Depuis longtemps, il l'épiait, la surveillait et la suivait, sachant toutes ses démarches. L'heure qu'il attendait était enfin venue. Il ne s'était point trompé au ton dont elle avait répondu « J'aime mieux rester ici ». Il fut aimable pour elle pendant les jours qui suivirent. Il parut même gai, ce qui ne lui était plus ordinaire. Elle disait « Voilà que tu redeviens gentil ». Il s'habilla de bonne heure le vendredi pour faire quelques courses avant d'aller chez le patron, affirmait-il. Puis il partit vers 6 heures, après avoir embrassé sa femme, et il alla chercher un fiacre place Notre-Dame-de-Lorette. Il dit au cocher « Vous vous arrêterez en face du numéro 17, rue Fontaine, et vous resterez là jusqu'à ce que je vous donne l'ordre de vous en aller. Vous me conduirez ensuite au restaurant du Coq-Faisant, rue Lafayette. » La voiture se mit en route au trot lent du cheval, et Duroy baissa les stores. Dès qu'il fut en face de sa porte, il ne la quitta plus des yeux. Après 10 minutes d'attente, il vit sortir Madeleine qui remonta vers les boulevards extérieurs. Aussitôt qu'elle fut loin, il passa la tête à la portière et il cria « Allez !» Le fiacre se mit en marche et le déposa devant le Coq-Faisant, restaurant bourgeois connu dans le quartier. Georges entra dans la salle commune et mangea doucement en regardant l'heure à sa montre de temps en temps. À 7h30, comme il avait bu son café, pris 2 verres de fine champagne et fumé, avec lenteur, un bon cigare, il sortit, héla une autre voiture, qui passait à vide, et se fit conduire rue La Rochefoucauld. Il monta, sans rien demander au concierge, au 3e étage de la maison qu'il avait indiquée, et quand une bonne lui eut ouvert, « Monsieur Guibert Delorme est chez lui, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. » On le fit pénétrer dans le salon, où il attendit quelques instants. Puis un homme entra, grand, décoré, avec l'air militaire et portant des cheveux gris, bien qu'il fût jeune encore.
Duroy le salua, puis lui dit « Comme je le prévoyais, monsieur le commissaire de police, ma femme dîne avec son amant dans le logement garni qu'ils ont loué rue des Martyrs. » Le magistrat s'inclina. « Je suis à votre disposition, monsieur. » Georges reprit. « Vous avez jusqu'à 9 heures, n'est-ce pas ? Cette limite passée, vous ne pouvez plus pénétrer dans un domicile particulier pour y constater un adultère. »« Non, monsieur, 7 heures en hiver, 9 heures à partir du 31 mars. Nous sommes au 5 avril, nous avons donc jusqu'à 9 heures. »« Eh bien, monsieur le commissaire, j'ai une voiture en bas. Nous pouvons prendre les agents qui vous accompagneront, puis nous attendrons un peu devant la porte. Plus nous arriverons tard, plus nous avons de chances de bien les surprendre en flagrant délit. »« Comme il vous plaira, monsieur. » Le commissaire sortit, puis revint, vêtu d'un pardessus qui cachait sa ceinture tricolore. Il s'effaça pour laisser passer Duroy, mais le journaliste, dont l'esprit était préoccupé, refusait de sortir le premier et répétait « Après vous, après vous. » Le magistrat prononça « Passez donc, monsieur, je suis chez moi. » L'autre, aussitôt, franchit la porte en saluant. Ils allèrent d'abord au commissariat chercher 3 agents en bourgeois qui attendaient, car Georges avait prévenu dans la journée que la surprise aurait lieu ce soir-là. Un des hommes monta sur le siège, à côté du cocher. Les 2 autres entrèrent dans le fiacre qui gagna la rue des Martyrs. Duroy disait « J'ai le plan de l'appartement. C'est au second. Nous trouverons d'abord un petit vestibule, puis la chambre à coucher. Les 3 pièces se commandent. Aucune sortie ne peut faciliter la fuite. Il y a un serrurier un peu plus loin. Il se tiendra prêt à être réquisitionné par vous. » Quand ils furent devant la maison indiquée, il n'était encore que 8h15, et ils attendirent en silence pendant plus de 20 minutes. Mais lorsqu'il vit que les 3/4 allaient sonner, Georges dit « Allons, maintenant !» Et ils montèrent l'escalier sans s'occuper du portier, qui ne les remarqua point, d'ailleurs. Un des agents demeura dans la rue pour surveiller la sortie. Les 4 hommes s'arrêtèrent au second étage, et Duroy colla d'abord son oreille contre la porte, puis son œil au trou de la serrure. Il n'entendit rien et ne vit rien. Il sonna. Le commissaire dit à ses agents « Vous resterez ici, prêts à tout appel. » Et ils attendirent. Au bout de 2 ou 3 minutes, Georges tira de nouveau le bouton du timbre plusieurs fois de suite. Ils perçurent un bruit au fond de l'appartement. Puis un pas léger s'approcha. Quelqu'un venait épier. Le journaliste alors frappa vivement avec son doigt plié contre le bois des panneaux. Une voix de femme, qu'on cherchait à déguiser, demanda « Qui est là ?» L'officier municipal répondit « Ouvrez, au nom de la loi. » La voix répéta « Qui êtes-vous » ? « Je suis le commissaire de police. Ouvrez ou je fais forcer la porte. » La voix reprit « Que voulez-vous » Et Duroy dit « C'est moi. Il est inutile de chercher à nous échapper. » Le pas léger, un pas de pieds nus, s'éloigna, puis revint au bout de quelques secondes. Georges dit « Si vous ne voulez pas ouvrir, nous enfonçons la porte. » Il serrait la poignée de cuivre, et d'une épaule il poussait lentement. Comme on ne répondait plus, il donna tout à coup une secousse si violente et si vigoureuse que la vieille serrure de cette maison meublée céda. Les vis arrachées sortirent du bois, et le jeune homme faillit tomber sur Madeleine, qui se tenait debout dans l'antichambre, vêtue d'une chemise et d'un jupon, les cheveux défaits, les jambes dévêtues, une bougie à la main. Il s'écria « C'est elle, nous les tenons !» et il se jeta dans l'appartement. Le commissaire, ayant ôté son chapeau, le suivit. Et la jeune femme, effarée, s'en vint derrière eux en les éclairant. Ils traversèrent une salle à manger, dont la table non desservie montrait les restes du repas. Des bouteilles à champagne vides, une terrine de foie gras ouverte, une carcasse de poulet et des morceaux de pain à moitié mangés. 2 assiettes posées sur le dressoir portaient des piles d'écailles d'huîtres. La chambre semblait ravagée par une lutte. Une robe coiffait une chaise, une culotte d'homme restait à cheval sur le bras d'un fauteuil. 4 bottines, 2 grandes et 2 petites, traînaient au pied du lit, tombées sur le flanc.
C'était une chambre de maison garnie aux meubles communs, où flottait cette odeur odieuse et fade des appartements d'hôtel, odeur émanée des rideaux, des matelas, des murs, des sièges, odeur de toutes les personnes qui avaient couché ou vécu un jour ou 6 mois dans ce logis public et laissé là un peu de leur senteur, de cette senteur humaine qui, s'ajoutant à celle des devanciers, formait à la longue une puanteur confuse, douce et intolérable, la même dans tous ces lieux. Une assiette à gâteau, une bouteille de chartreuse et 2 petits verres encore à moitié pleins encombraient la cheminée. Le sujet de la pendule de bronze était caché par un grand chapeau d'homme. Le commissaire se retourna vivement et, regardant Madeleine dans les yeux, « Vous êtes bien Madame Claire Madeleine Duroy, épouse légitime de Monsieur Prosper Georges Duroy, publiciste, ici présent ?» Elle articula, d'une voix étranglée. « Oui, monsieur. »« Que faites-vous ici ?» Elle ne répondit pas. Le magistrat reprit. « Que faites-vous ici ? Je vous trouve hors de chez vous, presque dévêtue dans un appartement meublé. Qu'êtes-vous venu y faire ?» Il attendit quelques instants, puis, comme elle gardait toujours le silence. « Du moment que vous ne voulez pas l'avouer, madame, je vais être contraint de le constater. » On voyait dans le lit la forme d'un corps caché sous le drap. Le commissaire s'approcha et appela. « Monsieur ?» L'homme caché ne remua pas. Il paraissait tourner le dos, la tête enfoncée sous un oreiller. L'officier toucha ce qui semblait être l'épaule et répéta « Monsieur, ne me forcez pas, je vous prie, à des actes. » Mais le corps voilé demeurait aussi immobile que s'il eût été mort. Duroy, qui s'était avancé vivement, saisit la couverture, la tira et, arrachant l'oreiller, découvrit la figure livide de M. Laroche-Mathieu. Il se pencha vers lui et, frémissant de l'envie de le saisir au cou pour l'étrangler, il lui dit, les dents serrées. « Ayez donc au moins le courage de votre infamie. » Le magistrat demanda encore. « Qui êtes-vous » L'amant, éperdu, ne répondant pas, il reprit. « Je suis commissaire de police, et je vous somme de me dire votre nom. » Georges, qu'une colère bestiale faisait trembler, cria « Mais répondez donc, lâche, ou je vais vous nommer, moi !» Alors l'homme couché balbutia. « Monsieur le commissaire, vous ne devez pas me laisser insulter par cet individu. Est-ce à vous ou à lui que j'ai affaire ? Est-ce à vous ou à lui que je dois répondre ?» Il paraissait n'avoir plus de salive dans la bouche. L'officier répondit. « C'est à moi, monsieur, à moi seul. Je vous demande qui vous êtes. » L'autre se tut. Il tenait le drap serré contre son cou et roulait des yeux effarés. Ses petites moustaches retroussées semblaient toutes noires sur sa figure blême. Le commissaire reprit. « Vous ne voulez pas répondre ? Alors je serai forcé de vous arrêter. Dans tous les cas, levez-vous. Je vous interrogerai lorsque vous serez vêtu. » Le corps s'agita dans le lit et la tête murmura. « Mais je ne peux pas devant vous. » Le magistrat demanda. « Pourquoi ça ?» L'autre balbutia. « C'est que je suis tout nu. » Duroy se mit à ricaner et, ramassant une chemise tombée à terre, il la jeta sur la couche en criant « Allons donc, levez-vous. Puisque vous vous êtes déshabillé devant ma femme, vous pouvez bien vous habiller devant moi. » Puis il tourna le dos et revint vers la cheminée. Madeleine avait retrouvé son sang-froid, et, voyant tout perdu, elle était prête à tout oser. Une audace de bravade faisait briller son œil, et, roulant un morceau de papier, elle alluma, comme pour une réception, les 10 bougies des vilains candélabres posés au coin de la cheminée. Puis elle s'adossa au marbre et, tendant au feu mourant un de ses pieds nus, qui soulevait par derrière son jupon à peine arrêté sur les hanches, elle prit une cigarette dans un étui de papier rose, l'enflamma et se mit à fumer. Le commissaire était revenu vers elle, attendant que son complice fût debout. Elle demanda avec insolence. « Vous faites souvent ce métier-là, monsieur ?» Il répondit gravement.
Le moins possible, madame. Elle lui souriait sous le nez. Je vous en félicite. Ça n'est pas propre. Elle affectait de ne pas regarder, de ne pas voir son mari. Mais le monsieur du lit s'habillait. Il avait passé son pantalon, chaussé ses bottines, et il se rapprocha en endossant son gilet. L'officier de police se tourna vers lui. « Maintenant, monsieur, voulez-vous me dire qui vous êtes ?» L'autre ne répondit pas. Le commissaire prononça. « Je me vois forcé de vous arrêter. » Alors l'homme s'écria brusquement. « Ne me touchez pas, je suis inviolable !» Duroy s'élança vers lui, comme pour le terrasser, et il lui grogna dans la figure. « Il y a flagrant délit, flagrant délit. Je peux vous faire arrêter si je veux. Oui, je le peux. » Puis, d'un ton vibrant, « Cet homme s'appelle Laroche Mathieu, ministre des Affaires étrangères. » Le commissaire de police recula stupéfait et, balbutiant, « En vérité, monsieur, voulez-vous me dire qui vous êtes, à la fin ?» L'homme se décida, et avec force. « Pour une fois, ce misérable-là n'a point menti. Je me nomme en effet Laroche Mathieu, ministre. » Puis, tendant le bras vers la poitrine de Georges, où apparaissait comme une lueur un petit point rouge, il ajouta « Et le gredin que voici porte sur son habit la croix d'honneur que je lui ai donnée. » Duroy était devenu livide. D'un geste rapide, il arracha de sa boutonnière la courte flamme de ruban et, la jetant dans la cheminée. « Voilà ce que vaut une décoration qui vient de salauds de votre espèce !» Ils étaient face à face, les dents près des dents, exaspérés, les poings serrés. L'un maigre et la moustache au vent, l'autre gras et la moustache en croc. Le commissaire passa vivement entre les deux et, les écartant avec ses mains. « Messieurs, vous vous oubliez, vous manquez de dignité. » Ils se turent et se tournèrent les talons. Madeleine, immobile, fumait toujours, en souriant. L'officier de police reprit. « Monsieur le ministre, je vous ai surpris, seul avec madame Duroy, que voici, vous couché, elle presque nue. Vos vêtements étant jetés pêle-mêle à travers l'appartement, cela constitue un flagrant délit d'adultère. Vous ne pouvez nier l'évidence. Qu'avez-vous à répondre ?» Laroche Mathieu murmura. « Je n'ai rien à dire. Faites votre devoir. » Le commissaire s'adressa à Madeleine. « Avouez-vous, madame, que monsieur soit votre amant ?» Elle prononça crânement. « Je ne le nie pas. Il est mon amant. » Cela suffit. Puis le magistrat prit quelques notes sur l'état et la disposition du logis. Comme il finissait d'écrire, le ministre, qui avait achevé de s'habiller et qui attendait, le paletot sur le bras, le chapeau à la main, demanda « Avez-vous encore besoin de moi, monsieur ? Que dois-je faire ? Puis-je me retirer ?» Duroy se retourna vers lui et souriant avec insolence. « Pourquoi donc ? Nous avons fini. Vous pouvez vous recoucher, monsieur. Nous allons vous laisser seul. » Et posant le doigt sur le bras de l'officier de police, « Retirons-nous, monsieur le commissaire, nous n'avons plus rien à faire en ce lieu. » Un peu surpris, le magistrat le suivit, mais sur le seuil de la chambre, Georges s'arrêta pour le laisser passer. L'autre s'y refusait par cérémonie. Duroy insistait. « Passez donc, monsieur. » Le commissaire dit « Après vous. » Alors le journaliste salua et, sur le ton d'une politesse ironique, « C'est votre tour, monsieur le commissaire de police. Je suis presque chez moi, ici. » Puis il referma la porte doucement, avec un air de discrétion. 1 heure plus tard, Georges Duroy entrait dans les bureaux de la Vie française. M. Walter était déjà là, car il continuait à diriger et à surveiller avec sollicitude son journal qui avait pris une extension énorme et qui favorisait beaucoup les opérations grandissantes de sa banque. Le directeur leva la tête et demanda « Tiens, vous voici ? Vous semblez tout drôle. Pourquoi n'êtes-vous pas venu dîner à la maison ? D'où sortez-vous donc ?» Le jeune homme, qui était sûr de son effet, déclara, en pesant sur chaque mot. « Je viens de jeter bas le ministre des Affaires étrangères. » L'autre crut qu'il plaisantait.
De jeter bas. Comment? Je vais changer le cabinet. Voilà tout. Il n'est pas trop tôt de chasser cette charogne. Le vieux, stupéfait, crut que son chroniqueur était gris. Il murmura. Voyons, vous déraisonnez. Pas du tout. Je viens de surprendre M. Laroche-Mathieu en flagrant délit d'adultère avec ma femme. Le commissaire de police a constaté la chose. Le ministre est foutu. Walter, interdit, releva tout à fait ses lunettes sur son front et demanda « Vous ne vous moquez pas de moi ?»« Pas du tout. Je vais même faire un écho là-dessus. Mais alors, que voulez-vous ? Jetez bas ce fripon, ce misérable, ce malfaiteur public. » Georges posa son chapeau sur un fauteuil, puis ajouta « Gare à ceux que je trouve sur mon chemin. Je ne pardonne jamais. » Le directeur hésitait encore à comprendre. Il murmura « Mais votre femme ?»« Ma demande en divorce sera faite dès demain matin. Je la renvoie à feu Forestier. »« Vous voulez divorcer ? Parbleu, j'étais ridicule, mais il me fallait faire la bête pour les surprendre. Ça y est, je suis maître de la situation. » M. Walter n'en revenait pas, et il regardait Duroy avec des yeux effarés, pensant « Bigre, c'est un gaillard bon à ménager. » Georges reprit. « Me voici libre. J'ai une certaine fortune. Je me présenterai aux élections au renouvellement d'octobre, dans mon pays où je suis fort connu. Je ne pouvais pas me poser ni me faire respecter avec cette femme qui était suspecte à tout le monde. Elle m'avait pris comme un niais, elle m'avait enjôlé et capturé. Mais depuis que je savais son jeu, je la surveillais, la gredine. » Il se mit à rire et ajouta « C'est ce pauvre Forestier qui était cocu sans s'en douter, confiant et tranquille. Me voici débarrassé de la teigne qu'il m'avait laissée. J'ai les mains déliées. Maintenant, j'irai loin. » Il s'était mis à califourchon sur une chaise. Il répéta, comme s'il eût songé « J'irai loin. » Et le père Walter le regardait toujours de ses yeux découverts, ses lunettes restant relevées sur le front. Et il se disait « Oui, il ira loin, le gredin. » Georges se releva. « Je vais rédiger l'écho. Il faut le faire avec discrétion. Mais vous savez, il sera terrible pour le ministre. C'est un homme à la mer. On ne peut pas le repêcher. La vie française n'a plus d'intérêt à le ménager. » Le vieux hésita quelques instants, puis il en prit son parti. « Faites, dit-il. Tant pis pour ceux qui se fichent dans ces pétrins-là. » 9. 3 mois s'étaient écoulés. Le divorce de Duroy venait d'être prononcé. Sa femme avait repris son nom de Forestier, et comme les Walter devaient partir, le 15 juillet, pour Trouville, on décida de passer une journée à la campagne avant de se séparer. On choisit un jeudi, et on se mit en route dès 9 heures du matin, dans un grand landau de voyage à 6 places, attelé en poste à 4 chevaux. On allait déjeuner à Saint-Germain, au pavillon Henri IV. Bel-Ami avait demandé à être le seul homme de la partie, car il ne pouvait supporter la présence et la figure du marquis de Cazolles. Mais au dernier moment, il fut décidé que le comte de Latour-Ivelin serait enlevé au saut du lit. On l'avait prévenu la veille. La voiture remonta au grand trot l'avenue des Champs-Élysées, puis traversa le bois de Boulogne. Il faisait un admirable temps d'été, pas trop chaud. Les hirondelles traçaient sur le bleu du ciel de grandes lignes courbes qu'on croyait voir encore quand elles étaient passées. Les 3 femmes se tenaient au fond du landau, la mère entre ses 2 filles, et les 3 hommes à reculons, Walter entre les 2 invités. On traversa la Seine, on contourna le mont Valérien, puis on gagna Bougival pour longer ensuite la rivière jusqu'au Pec. Le comte de Latour-Ivelin, un homme un peu mûr à longs favoris légers, dont le moindre souffle d'air agitait les pointes, ce qui faisait dire à Duroy « Il obtient de jolis effets de vent dans sa barbe », contemplait Rose tendrement. Ils étaient fiancés depuis 1 mois. Georges, fort pâle, regardait souvent Suzanne, qui était pâle aussi. Leurs yeux se rencontraient, semblaient se concerter, se comprendre, échanger secrètement une pensée, puis se fuyaient. Madame Walter était tranquille, heureuse. Le déjeuner fut long.
Avant de repartir pour Paris, Georges proposa de faire un tour sur la terrasse. On s'arrêta d'abord pour examiner la vue. Tout le monde se mit en ligne le long du mur et on s'extasia sur l'étendue de l'horizon. La Seine, au pied d'une longue colline, coulait vers Maisons Laffitte comme un immense serpent couché dans la verdure. À droite, sur le sommet de la côte, l'aqueduc de Marly projetait sur le ciel son profil énorme de chenille à grandes pattes, et Marly disparaissait, au-dessous, dans un épais bouquet d'arbres. Par la plaine immense qui s'étendait en face, on voyait des villages, de place en place. Les pièces d'eau du Vésinet faisaient des taches nettes et propres dans la maigre verdure de la petite forêt. À gauche, tout au loin, on apercevait en l'air le clocher pointu de Sartrouville. Walter déclara « On ne peut trouver nulle part au monde un semblable panorama. Il n'y en a pas un pareil en Suisse. » Puis on se mit en marche doucement pour faire une promenade et jouir un peu de cette perspective. Georges et Suzanne restèrent en arrière. Dès qu'ils furent écartés de quelques pas, il lui dit d'une voix basse et contenue « Suzanne, je vous adore, je vous aime à en perdre la tête. » Elle murmura « Moi aussi, belle amie. » Il reprit « Si je ne vous ai pas pour femme, je quitterai Paris et ce pays. » Elle répondit « Essayez donc de me demander à papa, peut-être qu'il voudra bien. » Il eut un petit geste d'impatience. « Non, je vous le répète pour la 10e fois, c'est inutile. On me fermera la porte de votre maison, on m'expulsera du journal, et nous ne pourrons plus même nous voir. Voilà le joli résultat auquel je suis certain d'arriver par une demande en règle. On vous a promis au marquis de Cazolles. On espère que vous finirez par dire oui, et on attend. » Elle demanda « Qu'est-ce qu'il faut faire alors ?» Il hésitait, la regardant de côté. « M'aimez-vous assez pour commettre une folie ?» Elle répondit résolument « Oui. » « Une grande folie ?» « Oui. » « La plus grande des folies ?» « Oui. » « Aurez-vous aussi assez de courage pour braver votre père et votre mère ?» « Oui. » « Bien vrai ? » « Oui. » « Eh bien, il y a un moyen, un seul. Il faut que la chose vienne de vous et pas de moi. Vous êtes une enfant gâtée, on vous laisse tout dire, on ne s'étonnera pas trop d'une audace de plus de votre part. Écoutez donc. Ce soir, en rentrant, vous irez trouver votre maman, d'abord, votre maman toute seule, et vous lui avouerez que vous voulez m'épouser. Elle aura une grosse émotion et une grosse colère. Suzanne l'interrompit. « Oh, maman voudra bien. » Il reprit vivement. « Non, vous ne la connaissez pas. Elle sera plus fâchée et plus furieuse que votre père. Vous verrez comme elle refusera. Mais vous tiendrez bon. Vous ne céderez pas. Vous répéterez que vous voulez m'épouser. Moi, seule, rien que moi. Le ferez-vous ? » ?»« Je le ferai. » « Et en sortant de chez votre mère, vous direz la même chose à votre père, d'un air très sérieux et très décidé. »« Oui, oui, et puis… » »« Et puis, c'est là que ça devient grave. Si vous êtes résolu, bien résolu à être ma femme, ma chère, chère petite Suzanne, je vous enlèverai. » Elle eut une grande secousse de joie et faillit battre des mains. « Oh, quel bonheur ! Vous m'enlèverez ? Quand ça m'enlèverez-vous » Toute la vieille poésie des enlèvements nocturnes, des chaises de poste, des auberges, toutes les charmantes aventures des livres lui passèrent d'un coup dans l'esprit comme un songe enchanteur prêt à se réaliser. Elle répéta « Quand ça m'enlèverez-vous » Il répondit très bas « Mais ce soir ? Cette nuit ?» Elle demanda, frémissante « Et où irons-nous » ? Ça, c'est mon secret. Réfléchissez à ce que vous faites. Songez bien qu'après cette fuite, vous ne pourrez plus être que ma femme. C'est le seul moyen. Mais il est très dangereux. Pour vous. Elle déclara « Je suis décidée. Où vous retrouverai-je » Vous pourrez sortir de l'hôtel toute seule ? Oui, je sais ouvrir la petite porte. Eh bien,
Quand le concierge sera couché, vers minuit, venez me rejoindre place de la Concorde. Vous me trouverez dans un fiacre arrêté en face du ministère de la Marine. » « J'irai. »« Bien vrai ?»« Bien vrai. » Il lui prit la main et la serra. « Oh, que je vous aime, comme vous êtes bonne et brave. Alors, vous ne voulez pas épouser monsieur de Cazolles ? » ?»« Oh non. » »« Votre père s'est beaucoup fâché quand vous avez dit non ? » ?»« Je crois bien. Il voulait me remettre au couvent. » »« Vous voyez qu'il est nécessaire d'être énergique. »« Je le serai. » Elle regardait le vaste horizon, la tête pleine de cette idée d'enlèvement. Elle irait plus loin que là-bas, avec lui. Elle serait enlevée. Elle était fière de ça. Elle ne songeait guère à sa réputation, à ce qui pouvait lui arriver d'infâme. Le savait-elle même ? Le soupçonnait-elle ? Madame Walter, se retournant, cria « Mais viens donc, petite, qu'est-ce que tu fais avec Bel-Ami ?» Ils rejoignirent les autres. On parlait des bains de mer, où on serait bientôt. Puis on revint par Chatou pour ne pas refaire la même route. Georges ne disait plus rien. Il songeait. Donc, si cette petite avait un peu d'audace, il allait réussir. Enfin. Depuis 3 mois, il l'enveloppait dans l'irrésistible filet de sa tendresse. Il la séduisait, la captivait, la conquérait. Il s'était fait aimer par elle, comme il savait se faire aimer. Il avait cueilli sans peine son âme légère de poupée. Il avait obtenu d'abord qu'elle refusât M. de Cazolles. Il venait d'obtenir qu'elle s'enfuît avec lui. Car il n'y avait pas d'autre moyen. Madame Walter, il le comprenait bien, ne consentirait jamais à lui donner sa fille. Elle l'aimait encore. Elle l'aimerait toujours, avec une violence intraitable. Il la contenait par sa froideur calculée, mais il la sentait rongée par une passion impuissante et vorace. Jamais il ne pourrait la fléchir. Jamais elle n'admettrait qu'il prît Suzanne. Mais une fois qu'il tiendrait la petite au loin, il traiterait de puissance à puissance, avec le père. Pensant à tout cela, il répondait par phrases hachées aux choses qu'on lui disait et qu'il n'écoutait guère. Il parut revenir à lui lorsqu'il rentra dans Paris. Suzanne aussi songeait. Et le grelot des 4 chevaux sonnait dans sa tête, lui faisait voir des grandes routes infinies sous des clairs de lune éternels, des forêts sombres traversées, des auberges au bord du chemin, et la hâte des hommes d'écurie à changer l'attelage, car tout le monde devine qu'ils sont poursuivis. Quand le landau fut arrivé dans la cour de l'hôtel, on voulut retenir Georges à dîner. Il refusa et revint chez lui. Après avoir un peu mangé, il mit de l'ordre dans ses papiers, comme s'il allait faire un grand voyage. Il brûla des lettres compromettantes, en cacha d'autres, écrivit à quelques amis. De temps en temps, il regardait la pendule, en pensant « ça doit chauffer, là-bas ». Et une inquiétude le mordait au cœur. S'il allait échouer, mais que pouvait-il craindre ? Il se tirerait toujours d'affaire. Pourtant, c'était une grosse partie qu'il jouait, ce soir-là. Il ressortit vers 11h, erra quelque temps, prit un fiacre et se fit arrêter place de la Concorde, le long des arcades du ministère de la Marine. De temps en temps, il enflammait une allumette pour regarder l'heure à sa montre. Quand il vit approcher minuit, son impatience devint fiévreuse. À tout moment, il passait la tête à la portière pour regarder. Une horloge lointaine sonna 12 coups, puis une autre plus près, puis 2 ensemble, puis une dernière très loin. Quand celle-là eut cessé de tinter, il pensa « C'est fini, c'est raté, elle ne viendra pas. » Il était cependant résolu à demeurer jusqu'au jour. Dans ces cas-là, il faut être patient. Il entendit encore sonner le quart, puis la demie, puis les 3/4, et toutes les horloges répétèrent 1 heure comme elles avaient annoncé minuit. Il n'attendait plus. Il restait, creusant sa pensée pour deviner ce qui avait pu arriver. Tout à coup, une tête de femme passa par la portière et demanda « Êtes-vous là, belle amie ?» Il eut un sursaut et une suffocation. « C'est vous, Suzanne ?»« Oui, c'est moi. »
Il ne parvenait point à tourner la poignée assez vite, et répétait « Ah, c'est vous, entrez !» Elle entra et se laissa tomber contre lui. Il cria au cocher « Allez !» et le fiacre se mit en route. Elle haletait, sans parler. Il demanda « Eh bien, comment ça s'est-il passé ?» Alors elle murmura, presque défaillante « Oh, ça a été terrible, chez maman surtout. » Il était inquiet et frémissant. « Votre maman, qu'est-ce qu'elle a dit ? Contez-moi ça. »« Oh, ça a été affreux. Je suis entrée chez elle et je lui ai récité ma petite affaire que j'avais bien préparée. Alors, elle a pâli, puis elle a crié « Jamais, jamais !» Moi, j'ai pleuré, je me suis fâchée. J'ai juré que je n'épouserais que vous. J'ai cru qu'elle allait me battre. Elle est devenue comme folle. Elle a déclaré qu'on me renverrait au couvent dès le lendemain. Je ne l'avais jamais vue comme ça, jamais. Alors papa est arrivé en l'entendant débiter toutes ces sottises. Il ne s'est pas fâché tant qu'elle, mais il a déclaré que vous n'étiez pas un assez beau parti. Comme il m'avait mise en colère aussi, j'ai crié plus fort qu'eux, et papa m'a dit de sortir avec un air dramatique qui ne lui allait pas du tout. C'est ce qui m'a décidé à me sauver avec vous. Mais voilà, où allons-nous ? Il avait enlacé sa taille doucement, et il écoutait de toutes ses oreilles, le cœur battant, une rancune haineuse s'éveillant en lui contre ces gens. Mais il la tenait, leur fille. Il verrait, à présent. Il répondit. Il est trop tard pour prendre le train. Cette voiture-là va donc nous conduire à Sèvres, où nous passerons la nuit. Et demain, nous partirons pour la Roche-Guyon. C'est un joli village au bord de la Seine, entre Mantes et Bonnières. Elle murmura. « C'est que je n'ai pas d'effet, je n'ai rien. » Il sourit avec insouciance. « Bah, nous nous arrangerons là-bas. » Le fiacre roulait le long des rues. Georges prit une main de la jeune fille et se mit à la baiser, lentement, avec respect. Il ne savait que lui raconter, n'étant guère accoutumé aux tendresses platoniques. Mais soudain, il crut s'apercevoir qu'elle pleurait. Il demanda, avec terreur, « Qu'est-ce que vous avez, ma chère petite ?» Elle répondit d'une voix toute mouillée, « C'est ma pauvre maman qui ne doit pas dormir à cette heure, si elle s'est aperçue de mon départ. » Sa mère, en effet, ne dormait pas. Aussitôt Suzanne sortit de sa chambre, Madame Walter était restée en face de son mari. Elle demanda, éperdue, atterrée, « Mon Dieu, qu'est-ce que cela veut dire ?» Walter cria, furieux, « Ça veut dire que cet intrigant l'a enjôlé. C'est lui qui a fait refuser Cazolles. Il trouve la dot bonne, parbleu. » Il se mit à marcher avec rage à travers l'appartement et reprit. « Tu l'attirais sans cesse aussi, toi. Tu le flattais, tu le cajolais, tu n'avais pas assez de chatterie pour lui. C'était belle amie par-ci, belle amie par-là, du matin au soir. Te voilà payée. » Elle murmura, livide. « Moi ? Je l'attirais ?» Il lui vociféra dans le nez. « Oui, toi, vous êtes toute folle de lui, la Marelle, Suzanne et les autres. Crois-tu que je ne voyais pas que tu ne pouvais point rester 2 jours sans le faire venir ici ?» Elle se dressa, tragique. « Je ne vous permettrai pas de me parler ainsi. Vous oubliez que je n'ai pas été élevée, comme vous, dans une boutique. » Il demeura d'abord immobile et stupéfait, puis il lâcha un nom de Dieu, furibond, et il sortit en tapant la porte. Dès qu'elle fut seule, elle alla, par instinct, vers la glace pour se regarder, comme pour voir si rien n'était changé en elle, tant ce qui arrivait lui paraissait impossible, monstrueux. Suzanne était amoureuse de Bel-Ami, et Bel-Ami voulait épouser Suzanne. Non, elle s'était trompée, ce n'était pas vrai. La fillette avait eu une toquade bien naturelle pour ce beau garçon. Elle avait espéré qu'on le lui donnerait pour mari. Elle avait fait son petit coup de tête. Mais lui ne pouvait pas être complice de ça. Elle réfléchissait, troublée comme on l'est devant les grandes catastrophes. Non, Bel-Ami ne devait rien savoir de l'escapade de Suzanne. Et elle songea longtemps à la perfidie et à l'innocence possible de cet homme. Quel misérable s'il avait préparé le coup, et qu'arriverait-il ? Que de dangers et de tourments elle prévoyait.
S'il ne savait rien, tout pouvait s'arranger encore. On ferait un voyage avec Suzanne pendant 6 mois, et ce serait fini. Mais comment pourrait-elle le revoir, elle, ensuite? Car elle l'aimait toujours. Cette passion était entrée en elle à la façon de ces pointes de flèches qu'on ne peut plus arracher. Vivre sans lui était impossible. Autant mourir. Sa pensée s'égarait dans ses angoisses et dans ses incertitudes. Une douleur commençait à poindre dans sa tête. Ses idées devenaient pénibles, troubles, lui faisaient mal. Elle s'énervait à chercher, s'exaspérait de ne pas savoir. Elle regarda sa pendule. Il était 1 heure passée. Elle se dit « Je ne veux pas rester ainsi, je deviens folle. Il faut que je sache. Je vais réveiller Suzanne pour l'interroger. » Et elle s'en alla, déchaussée, pour ne pas faire de bruit, une bougie à la main, vers la chambre de sa fille. Elle l'ouvrit bien doucement, entra, regarda le lit. Il n'était pas défait. Elle ne comprit point d'abord et pensa que la fillette discutait encore avec son père. Mais aussitôt, un soupçon horrible l'effleura et elle courut chez son mari. Elle y arriva d'un élan, blême et haletante. Il était couché et lisait encore. Il demanda, effaré. « Eh bien, quoi? Qu'est-ce que tu as ?» Elle balbutiait. « As-tu vu Suzanne ?»« Moi? Non. Pourquoi ?»« Elle est partie. Elle n'est pas dans sa chambre. » Il sauta d'un bond sur le tapis, chaussa ses pantoufles et, sans caleçon, la chemise au vent, il se précipita à son tour vers l'appartement de sa fille. Dès qu'il l'eut vue, il ne conserva point de doute. Elle s'était enfuie. Il tomba sur un fauteuil et posa sa lampe par terre devant lui. Sa femme l'avait rejoint. Elle bégaya. « Eh bien ?» Il n'avait plus la force de répondre. Il n'avait plus de colère. Il gémit. « C'est fait. Il la tient. Nous sommes perdus. » Elle ne comprenait pas. « Comment perdus ?»« Eh oui, parbleu. Il faut bien qu'il l'épouse maintenant. » Elle poussa une sorte de cri de bête. « Lui, jamais. Tu es donc fou !» Il répondit tristement. « Ça ne sert à rien de hurler. Il l'a enlevée, il l'a déshonorée. Le mieux est encore de la lui donner. En s'y prenant bien, personne ne saura cette aventure. » Elle répéta, secouée d'une émotion terrible. « Jamais, jamais il n'aura Suzanne. Jamais je ne consentirai. » Walter murmura avec accablement. « Mais il l'a, c'est fait. Et il la gardera et la cachera tant que nous n'aurons point cédé. Donc, pour éviter le scandale, il faut céder tout de suite. » Sa femme, déchirée par une inavouable douleur, répéta « Non, non, jamais je ne consentirai. » Il reprit, s'impatientant. « Mais il n'y a pas à discuter. Il le faut. Ah, le gredin, comme il nous a joués. Il est fort tout de même. Nous aurions pu trouver beaucoup mieux comme position, mais pas comme intelligence et comme avenir. C'est un homme d'avenir. Il sera député et ministre. » Madame Walter déclara avec une énergie farouche. « Jamais je ne lui laisserai épouser Suzanne. Tu entends? Jamais !» Il finit par se fâcher et par prendre, en homme pratique, la défense de Bel-Ami. « Mais tais-toi donc. Je te répète qu'il le faut. Qu'il le faut absolument. Et qui sait, peut-être ne le regretterons-nous pas. Avec les êtres de cette trempe-là, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu as vu comme il a jeté bas en 3 articles ce niais de Laroche-Mathieu, et comme il l'a fait avec dignité, ce qui était rudement difficile dans sa situation de mari. Enfin, nous verrons. Toujours est-il que nous sommes pris. Nous ne pouvons plus nous tirer de là. » Elle avait envie de crier, de se rouler par terre, de s'arracher les cheveux. Elle prononça encore d'une voix exaspérée. « Il ne l'aura pas. Je ne veux pas. » Walter se leva, ramassa sa lampe, reprit. « Tiens, tu es stupide comme toutes les femmes. Vous n'agissez jamais que par passion. Vous ne savez pas vous plier aux circonstances. Vous êtes stupide. Moi, je te dis qu'il l'épousera. Il le faut. » Et il sortit en traînant ses pantoufles. Il traversa, fantôme comique en chemise de nuit, le large corridor du vaste hôtel endormi, et rentra,
sans bruit, dans sa chambre. Madame Walter restait debout, déchirée par une intolérable douleur. Elle ne comprenait pas encore bien, d'ailleurs. Elle souffrait seulement. Puis il lui sembla qu'elle ne pourrait pas demeurer là, immobile, jusqu'au jour. Elle sentait en elle un besoin violent de se sauver, de courir devant elle, de s'en aller, de chercher de l'aide, d'être secourue. Elle cherchait qui elle pourrait bien appeler à elle. Quel homme? Elle n'en trouvait pas. Un prêtre, oui, un prêtre. Elle se jetterait à ses pieds, lui avouerait tout, lui confesserait sa faute et son désespoir. Il comprendrait, lui, que ce misérable ne pouvait pas épouser Suzanne, et il empêcherait cela. Il lui fallait un prêtre tout de suite. Mais où le trouver? Où aller? Pourtant elle ne pouvait rester ainsi. Alors passa devant ses yeux, ainsi qu'une vision, l'image sereine de Jésus marchant sur les flots. Elle le vit, comme elle le voyait en regardant le tableau. Donc il l'appelait. Il lui disait « Venez à moi, venez vous agenouiller à mes pieds. Je vous consolerai, et je vous inspirerai ce qu'il faut faire. » Elle prit sa bougie, sortit et descendit pour gagner la serre. Le Jésus était tout au bout, dans un petit salon qu'on fermait par une porte vitrée, afin que l'humidité des terres ne détériorât point la toile. Cela faisait une sorte de chapelle dans une forêt d'arbres singuliers. Quand madame Walter entra dans le jardin d'hiver, ne l'ayant jamais vu que plein de lumière, elle demeura saisie devant sa profondeur obscure. Les lourdes plantes des pays chauds épaississaient l'atmosphère de leur haleine pesante. Et les portes, n'étant plus ouvertes, l'air de ce bois étrange, enfermé sous un dôme de verre, entrait dans la poitrine avec peine, étourdissait, grisait, faisait plaisir et mal, donnait à la chair une sensation confuse de volupté énervante et de mort. La pauvre femme marchait doucement, émue par les ténèbres où apparaissaient, à la lueur errante de sa bougie, des plantes extravagantes, avec des aspects de monstres, des apparences d'êtres, des difformités bizarres. Tout d'un coup, elle aperçut le Christ. Elle ouvrit la porte qui le séparait d'elle et tomba sur les genoux. Elle le pria d'abord éperdument, balbutiant des mots d'amour, des invocations passionnées et désespérées. Puis, l'ardeur de son appel se calmant, elle leva les yeux vers lui et demeura saisie d'angoisse. Il ressemblait tellement à Bel-Ami, à la clarté tremblante de cette seule lumière l'éclairant à peine, et d'en bas, que ce n'était plus Dieu, c'était son amant qui la regardait. C'étaient ses yeux, son front, l'expression de son visage, son air froid et hautain. Elle balbutiait « Jésus, Jésus, Jésus !» et le mot « Georges » lui venait aux lèvres. Tout à coup, elle pensa qu'à cette heure même, Georges, peut-être, possédait sa fille. Il était seul avec elle, quelque part, dans une chambre. Lui, avec Suzanne. Elle répétait « Jésus, Jésus !» Mais elle pensait à eux, à sa fille et à son amant. Ils étaient seuls dans une chambre, et c'était la nuit. Elle les voyait si nettement qu'ils se dressaient devant elle à la place du tableau. Ils se souriaient, ils s'embrassaient. La chambre était sombre, le lit entr'ouvert. Elle se souleva pour aller vers eux, pour prendre sa fille par les cheveux et l'arracher à cette étreinte. Elle allait la saisir à la gorge, l'étrangler, sa fille qu'elle haïssait, sa fille qui se donnait à cet homme. Elle la touchait. Ses mains rencontrèrent la toile. Elle heurtait les pieds du Christ. Elle poussa un grand cri et tomba sur le dos. Sa bougie renversée s'éteignit. Que se passa-t-il ensuite? Elle rêva longtemps des choses étranges, effrayantes. Toujours Georges et Suzanne passaient devant ses yeux, enlacés, avec Jésus-Christ qui bénissait leur horrible amour. Elle sentait vaguement qu'elle n'était point chez elle. Elle voulait se lever, fuir. Elle ne le pouvait pas. Une torpeur l'avait envahie, qui liait ses membres et ne lui laissait que sa pensée en éveil, trouble cependant, torturée par des images affreuses, irréelles, fantastiques, perdue dans un songe malsain, le songe étrange et parfois mortel que font entrer dans les cerveaux humains les plantes endormeuses des pays chauds, aux formes bizarres et aux parfums épais.
Le jour venu, on ramassa madame Walter, étendue sans connaissance, presque asphyxiée, devant Jésus marchant sur les flots. Elle fut si malade qu'on craignit pour sa vie. Elle ne reprit que le lendemain l'usage complet de sa raison. Alors, elle se mit à pleurer. La disparition de Suzanne fut expliquée aux domestiques par un envoi brusque au couvent, et M. Walter répondit à une longue lettre de Duroy en lui accordant la main de sa fille. Bel-Ami avait jeté cette épître à la poste au moment de quitter Paris, car il l'avait préparée d'avance le soir de son départ. Il y disait, en termes respectueux, qu'il aimait depuis longtemps la jeune fille, que jamais aucun accord n'avait eu lieu entre eux, mais que la voyant venir à lui, en toute liberté, pour lui dire « Je serai votre femme », il se jugeait autorisé à la garder, à la cacher même, jusqu'à ce qu'il eût obtenu une réponse des parents dont la volonté légale avait pour lui une valeur moindre que la volonté de sa fiancée. Il demandait que M. Walter répondît poste restante, un ami devant lui faire parvenir la lettre. Quand il eut obtenu ce qu'il voulait, il ramena Suzanne à Paris et la renvoya chez ses parents, s'abstenant lui-même de paraître avant quelque temps. Ils avaient passé 6 jours au bord de la Seine, à la Roche-Guyon. Jamais la jeune fille ne s'était tant amusée. Elle avait joué à la bergère. Comme il la faisait passer pour sa sœur, ils vivaient dans une intimité libre et chaste, une sorte de camaraderie amoureuse. Il jugeait habile de la respecter. Dès le lendemain de leur arrivée, elle acheta du linge et des vêtements de paysanne, et elle se mit à pêcher à la ligne, la tête couverte d'un immense chapeau de paille orné de fleurs des champs. Elle trouvait le pays délicieux. Il y avait là une vieille tour et un vieux château où l'on montrait d'admirables tapisseries. Georges, vêtu d'une vareuse achetée toute faite chez un commerçant du pays, promenait Suzanne, soit à pied le long des berges, soit en bateau. Ils s'embrassaient à tout moment, frémissant, elle innocente et lui prêt à succomber. Mais il savait être fort, et quand il lui dit « Nous retournerons à Paris demain, votre père m'accorde votre main », elle murmura naïvement « Déjà, ça m'amusait tant d'être votre femme ». 10. Il faisait sombre dans le petit appartement de la rue de Constantinople, car Georges Duroy et Clotilde de Marelle, s'étant rencontrés sous la porte, étaient entrés brusquement, et elle lui avait dit, sans lui laisser le temps d'ouvrir les persiennes, « Ainsi, tu épouses Suzanne Walter ?» Il avoua avec douceur et ajouta, « Tu ne le savais pas ?» Elle reprit, debout devant lui, furieuse, indignée. « Tu épouses Suzanne Walter ? C'est trop fort, c'est trop fort. Voilà 3 mois que tu me cajoles pour me cacher ça. Tout le monde le sait, excepté moi. C'est mon mari qui me l'a appris. » Duroy se mit à ricaner, un peu confus tout de même, et ayant posé son chapeau sur un coin de la cheminée, il s'assit dans un fauteuil. Elle le regardait bien en face, et elle dit d'une voix irritée et basse. « Depuis que tu as quitté ta femme, tu préparais ce coup-là, et tu me gardais gentiment comme maîtresse, pour faire l'intérim. Quel gredin tu es !» Il demanda. « Pourquoi ça ? J'avais une femme qui me trompait. Je l'ai surprise, j'ai obtenu le divorce, et j'en épouse une autre. Quoi de plus simple ?» Elle murmura, frémissante. « Oh, comme tu es roué et dangereux, toi !» Il se remit à sourire. Parbleu, les imbéciles et les niais sont toujours des dupes. Mais elle suivait son idée. « Comme j'aurais dû te deviner dès le commencement. Mais non, je ne pouvais pas croire que tu serais crapule comme ça. » Il prit un air digne. « Je te prie de faire attention aux mots que tu emploies. » Elle se révolta contre cette indignation. « Quoi ? Tu veux que je prenne des gants pour te parler maintenant ? Tu te conduis avec moi comme un gueux depuis que je te connais, et tu prétends que je ne te le dise pas ? Tu trompes tout le monde, tu exploites tout le monde, tu prends du plaisir et de l'argent partout. Et tu veux que je te traite comme un honnête homme ? » Il se leva, et la lèvre tremblante. « Tais-toi, ou je te fais sortir d'ici. » Elle balbutia. « Sortir d'ici, sortir d'ici. Tu me ferais sortir d'ici, toi, toi !» Elle ne pouvait plus parler tant elle suffoquait de colère.
Et brusquement, comme si la porte de sa fureur se fût brisée, elle éclata. « Sortir d'ici ? Tu oublies donc que c'est moi qui l'ai payé, depuis le premier jour, ce logement-là. Ah oui, tu l'as bien pris à ton compte de temps en temps. Mais qui est-ce qui l'a loué ? C'est moi. Qui est-ce qui l'a gardé ? C'est moi. Et tu veux me faire sortir d'ici ? Tais-toi donc, vaurien. Crois-tu que je ne sais pas comment tu as volé à Madeleine la moitié de l'héritage de Vaudrec ? Crois-tu que je ne sais pas comment tu as couché avec Suzanne pour la forcer à t'épouser ? Il la saisit par les épaules et la secouant entre ses mains. Ne parle pas de celle-là. Je te le défends. Elle cria. Tu as couché avec, je le sais. Il eût accepté n'importe quoi, mais ce mensonge l'exaspérait. Les vérités qu'elle lui avait criées par le visage lui faisaient passer tout à l'heure des frissons de rage dans le cœur. Mais cette fausseté sur cette petite fille, qui allait devenir sa femme, éveillait dans le creux de sa main un besoin furieux de frapper. Il répéta « Tais-toi, prends garde, tais-toi » et il l'agitait comme on agite une branche pour en faire tomber les fruits. Elle hurla, décoiffée, la bouche grande ouverte, les yeux fous. « Tu as couché avec !» Il la lâcha et lui lança par la figure un tel soufflet qu'elle alla tomber contre le mur. Mais elle se retourna vers lui et, soulevée sur ses poignets, vociféra encore une fois. « Tu as couché avec !» Il se rua sur elle et, la tenant sous lui, la frappa comme s'il tapait sur un homme. Elle se tut soudain et se mit à gémir sous les coups. Elle ne remuait plus. Elle avait caché sa figure dans l'angle du parquet de la muraille, et elle poussait des cris plaintifs. Il cessa de la battre et se redressa. Puis il fit quelques pas par la pièce pour reprendre son sang-froid. Et, une idée lui étant venue, il passa dans la chambre, emplit la cuvette d'eau froide et se trempa la tête dedans. Ensuite il se lava les mains, et il revint voir ce qu'elle faisait en s'essuyant les doigts avec soin. Elle n'avait point bougé. Elle restait étendue par terre, pleurant doucement. Il demanda « Auras-tu bientôt fini de larmoyer ?» Elle ne répondit pas. Alors il demeura debout au milieu de l'appartement, un peu gêné, un peu honteux, en face de ce corps allongé devant lui. Puis, tout à coup, il prit une résolution et saisit son chapeau sur la cheminée. « Bonsoir. Tu remettras la clé au concierge quand tu seras prête. » « Je n'attendrai pas ton bon plaisir. » Il sortit, ferma la porte, pénétra chez le portier et lui dit « Madame est restée. Elle s'en ira tout à l'heure. Vous direz au propriétaire que je donne congé pour le 1er octobre. Nous sommes au 16 août. Je me trouve donc dans les limites. » Et il s'en alla à grands pas, car il avait des courses pressées à faire pour les derniers achats de la corbeille. Le mariage était fixé au 20 octobre, après la rentrée des chambres. Il aurait lieu à l'église de la Madeleine. On en avait beaucoup jasé sans savoir au juste la vérité. Différentes histoires circulaient. On chuchotait qu'un enlèvement avait eu lieu, mais on n'était sûr de rien. D'après les domestiques, Madame Walter, qui ne parlait plus à son futur gendre, s'était empoisonnée de colère le soir où cette union avait été décidée après avoir fait conduire sa fille au couvent à minuit. On l'avait ramenée presque morte. Assurément, elle ne se remettrait jamais. Elle avait l'air maintenant d'une vieille femme. Ses cheveux devenaient tout gris, et elle tombait dans la dévotion, communiant tous les dimanches. Dans les premiers jours de septembre, la Vie française annonça que le baron du roi de Cantel devenait son rédacteur en chef, M. Walter conservant le titre de directeur. Alors, on s'adjoignit à un bataillon de chroniqueurs connus, d'écotiers, de rédacteurs politiques, de critiques d'art et de théâtre, enlevés à force d'argent aux grands journaux, aux vieux journaux puissants et posés. Les anciens journalistes, les journalistes graves et respectables, ne haussaient plus les épaules en parlant de la Vie française. Le succès rapide et complet avait effacé la mésestime des écrivains sérieux pour les débuts de cette feuille. Le mariage de son rédacteur en chef fut ce qu'on appelle un fait parisien, Georges Duroy et les Walter ayant soulevé beaucoup de curiosité depuis quelque temps.
Tous les gens qu'on cite dans les Échos se promirent d'y aller. Cet événement eut lieu par un jour clair d'automne. Dès 8 heures du matin, tout le personnel de la Madeleine, étendant sur les marches du haut perron de cette église qui domine la rue Royale un large tapis rouge, faisait arrêter les passants, annonçait au peuple de Paris qu'une grande cérémonie allait avoir lieu. Les employés se rendant à leur bureau, les petites ouvrières, les garçons de magasin, s'arrêtaient, regardaient et songeaient vaguement aux gens riches qui dépensaient tant d'argent pour s'accoupler. Vers 10 heures, les curieux commencèrent à stationner. Ils demeuraient là quelques minutes, espérant que peut-être ça commencerait tout de suite. Puis ils s'en allaient. À 11 heures, des détachements de sergents de ville arrivèrent et se mirent presque aussitôt à faire circuler la foule, car des attroupements se formaient à chaque instant. Les premiers invités apparurent bientôt, ceux qui voulaient être bien placés pour tout voir. Ils prirent les chaises en bordure, le long de la nef centrale. Peu à peu, il en venait d'autres, des femmes qui faisaient un bruit d'étoffe, un bruit de soie, des hommes sévères, presque tous chauves, marchant avec une correction mondaine, plus grave encore en ce lieu. L'église s'emplissait lentement. Un flot de soleil entrait par l'immense porte ouverte, éclairant les premiers rangs d'amis. Dans le chœur qui semblait un peu sombre, l'autel couvert de cierges faisait une clarté jaune, humble et pâle en face du trou de lumière de la grande porte. On se reconnaissait, on s'appelait d'un signe, on se réunissait par groupes. Les hommes de lettres, moins respectueux que les hommes du monde, causaient à mi-voix. On regardait les femmes. Norbert de Varenne, qui cherchait un ami, aperçut Jacques Rival vers le milieu des lignes de chaises, et il le rejoignit. « Eh bien, dit-il, l'avenir est aux malins. » L'autre, qui n'était point envieux, répondit. « Tant mieux pour lui, sa vie est faite. » Et ils se mirent à nommer les figures aperçues. Rival demanda. « Savez-vous ce qu'est devenue sa femme ?» Le poète sourit. « Oui et non. Elle vit très retirée, m'a-t-on dit, dans le quartier Montmartre. Mais, il y a un mais, je lis depuis quelque temps dans La Plume des articles politiques qui ressemblent terriblement à ceux de Forestier et de Duroy. Ils sont d'un nommé Jean Le Dol, un jeune homme, beau garçon, intelligent, de la même race que notre ami Georges, et qui a fait la connaissance de son ancienne femme. D'où j'ai conclu qu'elle aimait les débutants et les aimerait éternellement. Elle est riche d'ailleurs. Vaudrec et Laroche-Mathieu n'ont pas été pour rien les assidus de la maison. Rival déclara. Elle n'est pas mal, cette petite Madeleine. Très fine et très rouée. Elle doit être charmante au découvert. Mais dites-moi, comment se fait-il que Duroy se marie à l'église après un divorce prononcé ? Norbert de Varenne répondit. Il se marie à l'église parce que, pour l'église, il n'était pas marié la première fois. Comment ça ? Notre bel ami, par indifférence ou par économie, avait jugé la mairie suffisante en épousant Madeleine Forestier. Il s'était donc passé de bénédiction ecclésiastique, ce qui constituait, pour notre sainte mère l'Église, un simple état de concubinage. Par conséquent, il arrive devant elle aujourd'hui en garçon, et elle lui prête toutes ses pompes, qui coûteront cher au père Walter. La rumeur de la foule accrue grandissait sous la voûte. On entendait des voix qui parlaient presque haut. On se montrait des hommes célèbres qui posaient, contents d'être vus, et gardant avec soin leur maintien adopté devant le public. Habitués à se montrer ainsi dans toutes les fêtes dont ils étaient, leur semblait-il, les indispensables ornements, les bibelots d'art. Rival reprit. « Dites donc, mon cher, vous qui allez souvent chez le patron, est-ce vrai que madame Walter et Duroy ne se parlent jamais plus ?» Jamais. Elle ne voulait pas lui donner la petite. Mais il tenait le père par des cadavres découverts, paraît-il, des cadavres enterrés au Maroc. Il a donc menacé le vieux de révélations épouvantables. Walter s'est rappelé l'exemple de Laroche-Mathieu et il a cédé tout de suite. Mais la mère, entêtée comme toutes les femmes, a juré qu'elle n'adresserait plus la parole à son gendre. Ils sont rudement drôles, en face l'un de l'autre. Elle a l'air d'une statue, de la statue de la vengeance. Et il est fort gêné, lui, bien qu'il fasse bonne contenance. Car il sait se gouverner, celui-là.
Des confrères venaient leur serrer la main. On entendait des bouts de conversation politique. Et vague comme le bruit d'une mer lointaine, le grouillement du peuple amassé devant l'église entrait par la porte avec le soleil, montait sous la voûte, au-dessus de l'agitation plus discrète du public d'élite massé dans le temple. Tout à coup, le Suisse frappa 3 fois le pavé du bois de sa hallebarde. Toute l'assistance se retourna avec un long froufrou de jupe et un remuement de chaise. Et la jeune femme apparut, au bras de son père, dans la vive lumière du portail. Elle avait toujours l'air d'un joujou, d'un délicieux joujou blanc coiffé de fleurs d'oranger. Elle demeura quelques instants sur le seuil, puis, quand elle fit son premier pas dans la nef, les orgues poussèrent un cri puissant, annoncèrent l'entrée de la mariée avec leur grande voix de métal. Elle s'en venait, la tête baissée, mais point timide, vaguement émue, gentille, charmante, une miniature d'épousée. Les femmes souriaient et murmuraient en la regardant passer. Les hommes chuchotaient. Exquise, adorable. M. Walter marchait avec une dignité exagérée, un peu pâle, les lunettes d'aplomb sur le nez. Derrière eux, 4 demoiselles d'honneur, toutes les 4 vêtues de rose et jolies toutes les 4, formaient une cour à ce bijou de reine. Les garçons d'honneur, bien choisis, conformes au type, allaient d'un pas qui semblait réglé par un maître de ballet. Madame Walter les suivait, donnant le bras au père de son autre gendre, au marquis de la Tour Yvelin, âgé de 72 ans. Elle ne marchait pas, elle se traînait, prête à s'évanouir à chacun de ses mouvements en avant. On sentait que ses pieds se collaient aux dalles, que ses jambes refusaient d'avancer, que son cœur battait dans sa poitrine comme une bête qui bondit pour s'échapper. Elle était devenue maigre, ses cheveux blancs faisaient paraître plus blême encore et plus creux son visage. Elle regardait devant elle pour ne voir personne, pour ne songer, peut-être, qu'à ceux qui la torturaient. Puis Georges Duroy parut avec une vieille dame inconnue. Il levait la tête sans détourner non plus ses yeux fixes, durs, sous ses sourcils un peu crispés. Sa moustache semblait irritée sur sa lèvre. On le trouvait fort beau garçon. Il avait l'allure fière, la taille fine, la jambe droite. Il portait bien son habit que tachait, comme une goutte de sang, le petit ruban rouge de la Légion d'honneur. Puis venaient les parents, Rose avec le sénateur Rissolin. Elle était mariée depuis 6 semaines. Le comte de la Tour Yvelin accompagnait la vicomtesse de Percemur. Enfin, ce fut une procession bizarre des alliés ou amis de Duroy qu'il avait présentés dans sa nouvelle famille, gens connus dans l'entremonde parisien qui sont tout de suite les intimes et, à l'occasion, les cousins éloignés des riches parvenus, gentilshommes déclassés, ruinés, tachés, mariés parfois, ce qui est pis. C'était M. de Bellevigne, le marquis de Banjolin, le comte et la comtesse de Ravenel, le duc de Ramorano, le prince de Cravallo, le chevalier Valréali, puis des invités de Walter, le prince de Guerche, le duc et la duchesse de Ferracine, la belle marquise des Dunes. Quelques parents de madame Walter gardaient un air comme il faut de province au milieu de ce défilé. Et toujours les orgues chantaient, poussaient par l'énorme monument les accents ronflants et rythmés de leurs gorges puissantes, qui crient au ciel la joie ou la douleur des hommes. On referma les grands battants de l'entrée, et, tout à coup, il fit sombre, comme si on venait de mettre à la porte le soleil. Maintenant Georges était agenouillé à côté de sa femme dans le chœur, en face de l'autel illuminé. Le nouvel évêque de Tanger, crosse en main, mitre en tête, apparut, sortant de la sacristie, pour les unir au nom de l'Éternel. Il posa les questions d'usage, échangea les anneaux, prononça les paroles qui lient comme des chaînes, et il adressa aux nouveaux époux une allocution chrétienne. Il parla de fidélité, longuement, en termes pompeux. C'était un gros homme de grande taille, un de ces beaux prélats chez qui le ventre est une majesté. Un bruit de sanglots fit retourner quelques têtes. Madame Walter pleurait, la figure dans ses mains. Elle avait dû céder. Qu'aurait-elle fait? Mais depuis le jour où elle avait chassé de sa chambre sa fille revenue, en refusant de l'embrasser,
Depuis le jour où elle avait dit à voix très basse à Duroy, qui la saluait avec cérémonie en reparaissant devant elle, « Vous êtes l'être le plus vil que je connaisse. Ne me parlez jamais plus, car je ne vous répondrai point. » Elle souffrait une intolérable et inapaisable torture. Elle haïssait Suzanne d'une haine aiguë, faite de passion exaspérée et de jalousie déchirante, étrange jalousie de mère et de maîtresse, inavouable, féroce, brûlante, comme une plaie vive. Et voilà qu'un évêque les mariait, sa fille et son amant, dans une église, en face de 2000 personnes, et devant elle, et elle ne pouvait rien dire, elle ne pouvait pas empêcher cela, elle ne pouvait pas crier « Mais il est à moi, cet homme, c'est mon amant, cette union que vous bénissez est infâme !» Plusieurs femmes, attendries, murmurèrent « Comme la pauvre mère est émue !» L'évêque déclamait « Vous êtes parmi les heureux de la terre, parmi les plus riches et les plus respectés. Vous, monsieur, que votre talent élève au-dessus des autres, vous qui écrivez, qui enseignez, qui conseillez, qui dirigez le peuple, vous avez une belle mission à remplir, un bel exemple à donner. » Duroy l'écoutait, ivre d'orgueil. Un prélat de l'église romaine lui parlait ainsi, à lui, et il sentait derrière son dos une foule illustre venue pour lui. Il lui semblait qu'une force le poussait, le soulevait. Il devenait un des maîtres de la terre, lui, le fils des 2 pauvres paysans de Canteleu. Il les vit tout à coup, dans leur humble cabaret, au sommet de la côte, au-dessus de la grande vallée de Rouen, son père et sa mère, donnant à boire aux campagnards du pays. Il leur avait envoyé 5000 francs en héritant du comte de Vaudrec. Il allait maintenant leur en envoyer 50 000. Et ils achèteraient un petit bien, ils seraient contents, heureux. L'évêque avait terminé sa harangue. Un prêtre vêtu d'une étole dorée montait à l'autel, et les orgues recommencèrent à célébrer la gloire des nouveaux époux. Tantôt elles jetaient des clameurs prolongées, énormes, enflées comme des vagues, si sonores et si puissantes qu'il semblait qu'elles dussent se soulever et faire sauter le toit pour se répandre dans le ciel bleu. Leur bruit vibrant emplissait toute l'église, faisait frissonner la chair et les âmes. Puis tout à coup elles se calmaient, et des notes fines, alertes, couraient dans l'air, effleuraient l'oreille comme des souffles légers. C'étaient de petits chants gracieux, menus, sautillants, qui voletaient ainsi que des oiseaux. Et soudain, cette coquette musique s'élargissait de nouveau, redevenant effrayante de force et d'ampleur, comme si un grain de sable se métamorphosait en un monde. Puis des voix humaines s'élevèrent, passèrent au-dessus des têtes inclinées. Vory et Landec, de l'opéra, chantaient. L'encens répandait une odeur fine de benjoin, et sur l'autel, le sacrifice divin s'accomplissait. L'homme-dieu, à l'appel de son prêtre, descendait sur la terre pour consacrer le triomphe du baron Georges Duroy. Bel-Ami, à genoux à côté de Suzanne, avait baissé le front. Il se sentait en ce moment presque croyant, presque religieux, plein de reconnaissance pour la divinité qu'il avait ainsi favorisée, qui le traitait avec ses égards. Et sans savoir au juste à qui il s'adressait, il la remerciait de son succès. Lorsque l'office fut terminé, il se redressa, et donnant le bras à sa femme, il passa dans la sacristie. Alors commença l'interminable défilé des assistants. Georges, affolé de joie, se croyait un roi qu'un peuple venait acclamer. Il serrait des mains, balbutiait des mots qui ne signifiaient rien, saluait, répondait aux compliments. « Vous êtes bien aimable. » Soudain, il aperçut madame de Marelle. Et le souvenir de tous les baisers qu'il lui avait donnés, qu'elle lui avait rendus, le souvenir de toutes leurs caresses, de ses gentillesses, du son de sa voix, du goût de ses lèvres, lui fit passer dans le sang le désir brusque de la reprendre. Elle était jolie, élégante, avec son air gamin et ses yeux vifs. Georges pensait, quelle charmante maîtresse, tout de même. Elle s'approcha, un peu timide, un peu inquiète, et lui tendit la main. Il la reçut dans la sienne et la garda.
Alors il sentit l'appel discret de ses doigts de femme, la douce pression qui pardonne et reprend. Et lui-même, il la serrait, cette petite main, comme pour dire « Je t'aime toujours, je suis à toi ». Leurs yeux se rencontrèrent, souriants, brillants, pleins d'amour. Elle murmura de sa voix gracieuse « À bientôt, monsieur ». Il répondit gaiement « À bientôt, madame ». Et elle s'éloigna. D'autres personnes se poussaient. La foule coulait devant lui comme un fleuve. Enfin elle s'éclaircit. Les derniers assistants partirent. Georges reprit le bras de Suzanne pour retraverser l'église. Elle était pleine de monde, car chacun avait regagné sa place, afin de les voir passer ensemble. Il allait lentement, d'un pas calme, la tête haute, les yeux fixés sur la grande baie ensoleillée de la porte. Il sentait sur sa peau courir de longs frissons, ces frissons froids que donnent les immenses bonheurs. Il ne voyait personne, il ne pensait qu'à lui. Lorsqu'il parvint sur le seuil, il aperçut la foule amassée, une foule noire, bruissante, venue là pour lui, Georges Duroy. Le peuple de Paris le contemplait et l'enviait. Puis, relevant les yeux, il découvrit là-bas, derrière la place de la Concorde, la chambre des députés, et il lui sembla qu'il allait faire un bond du portique de la Madeleine au portique du Palais Bourbon. Il descendit avec lenteur les marches du haut perron, entre deux haies de spectateurs. Mais il ne les voyait point. Sa pensée maintenant revenait en arrière, et devant ses yeux éblouis par l'éclatant soleil, flottait l'image de madame de Marelle, rajustant en face de la glace les petits cheveux frisés de ses tempes, toujours défaits au sortir du lit. Merci d'avoir écouté ce roman jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, merci de vous abonner, liker, mettre un commentaire et partager. À bientôt.